Voici la carte des fonds océaniques que vous commencez à connaître avec les grandes structures géologiques que nous avons définies. La dorsale océanique, qui est une chaîne de montagnes qui s'étend sur une longueur totale de 64 000 km, ici, tout le long des océans, ainsi que les fosses océaniques, ici, qui se retrouvent donc à proximité des continents. On va s'intéresser donc à ces différents mouvements que nous avons déjà vus, avec les flèches rouges qui signifient ici des mouvements d'écartement entre les différentes plaques. Celle que nous avons étudiée correspond au mouvement d'écartement ou de divergence qui se situe entre la plaque sud-américaine et la plaque africaine, avec également les flèches vertes qui indiquent des mouvements de rapprochement ou de convergence, et celle que nous avons étudiée correspond à celle de rapprochement entre la plaque Nazca et la plaque sud-américaine. Nous allons nous intéresser à présent à un endroit particulier où il y a un mouvement de convergence entre deux plaques continentales, et cet endroit se situe ici, à proximité de la France. C'est ici ce que l'on appelle la dalle aux ammonites. Ça se situe à Digne-les-Bains, à une hauteur de 600 mètres d'altitude. Cet endroit est unique au monde puisque vous le voyez, c'est une réserve naturelle qui est protégée, et c'est une réserve donc que l'on peut visiter, où on voit ici une dalle particulière inclinée à 60 degrés qui se retrouve donc à 600 mètres d'altitude à proximité de Digne-les-Bains. Ce site est très intéressant car si on se rapproche, eh bien, on se rend compte qu'il y a des structures particulières au niveau de cette dalle, des structures qui, si on zoome, particulièrement ici, ressemblent à des êtres vivants que vous connaissez, que vous avez l'habitude d'apparenter à des escargots. Donc, si vous représentez cela comme des escargots, on pourrait voir effectivement ici une coquille enroulée, et cet être vivant correspondrait donc à un être vivant qui ferait partie de la classe des mollusques avec une coquille enroulée. Eh bien, ces êtres vivants sont ce que l'on appelle des ammonites. Des ammonites sont des fossiles d'un groupe éteint, donc, qui appartient au groupe des mollusques. Ces êtres vivants sont ce que l'on appelle des ammonites. Les ammonites sont des fossiles qui appartiennent au groupe des mollusques céphalopodes et qui vivaient qui vivaient entre 400 et 65 millions d'années, à peu près la même période que les dinosaures. Il s'agissait de prédateurs, et vous le voyez ici, on retrouve des ammonites de petite taille qui pouvaient faire 1 cm de diamètre jusqu'à des ammonites géantes qui pouvaient atteindre les 2 mètres de diamètre. C'était des redoutables prédateurs à l'époque. Pour essayer de comprendre un petit peu leur mode de vie, eh bien, on fait ce que l'on appelle de l'actualisme et on compare ces ammonites à des espèces vivant actuellement, comme notamment le nautile. Le nautile, qui vit aujourd'hui dans les grandes profondeurs océaniques, eh bien, est un animal mollusque avec, vous le voyez ici, des tentacules. On peut faire le schéma ici, des tentacules, un bec de perroquet qui permet de dilacérer et de broyer les proies qu'il chassait, un œil, tous les organes vitaux comme un foie, un estomac, des ovaires ici pour une ammonite femelle, et des branchies, donc c'était donc un animal marin. Et ce nautile-là nous permet de comprendre comment vivaient les ammonites, et cette reconstitution nous permet de voir la proximité entre ces deux espèces, et on imagine fortement que le nautile serait le descendant des ammonites. À leur mort, les ammonites se déposent sur le fond, les parties molles sont mangées par des animaux et il ne reste plus que les parties dures représentant donc les fossiles. On peut s'interroger donc à ce stade sur la présence de ces animaux marins océaniques qui vivent dans de grandes profondeurs, à 600 mètres d'altitude, sur une pente inclinée à 60 degrés. Eh bien, pour répondre à cette question, on va s'attarder sur une autre zone. Et vous le voyez, Digne-les-Bains, c'est là où se situe la dalle aux ammonites. Et si on fait une petite distance ici de 150 km à peu près, on va se retrouver au Mont Chenaillé, à une altitude de 2650 mètres. Le Mont Chenaillé, voilà l'image du Mont Chenaillé, correspond donc à une montagne qui se situe donc à 2650 mètres d'altitude. Et cet endroit, unique au monde, encore une fois, est très particulière puisqu'elle représente ce que l'on appelle des ophiolites. Lorsque l'on arrive ici, au sommet, on va retrouver des roches très caractéristiques qui, vous le voyez, ont des formes particulières, des formes que l'on a appelées des formes en coussin. Et peut-être que cela vous rappelle une vidéo que je vous avais montrée en classe, une vidéo qui reprend ici
les roches que l'on retrouve qui se forment au niveau des dorsales océaniques et que l'on appelle des basaltes en coussin ou des pilolavas. Vous le voyez ici, ce sont les pilolavas actuellement formés au niveau des dorsales océaniques. On peut à nouveau s'interroger donc sur la présence de cette croûte océanique à 3650 mètres d'altitude. Eh bien, pour expliquer ceci, on va représenter ça par ces petits schémas. On voit donc ici des mouvements de convergence avec ici une plaque océanique qui va subducter. C'est ce que l'on avait défini la dernière fois avec la subduction. Eh bien, là, on va voir que lorsqu'il y a une plaque océanique qui affronte une plaque continentale, la plaque océanique qui est moins dense va plonger dessous, provoquant donc ici du volcanisme, comme nous l'avons vu dans la partie précédente. Mais lorsque deux plaques continentales s'affrontent, eh bien, on voit bien ici que aucune des deux ne veut s'incliner et les deux vont provoquer ici la formation d'une chaîne de montagnes. J'attire votre attention sur la croûte océanique qui est ici et qui va se retrouver prise en sandwich entre la plaque continentale ici et la plaque continentale ici. Conclusion, la formation d'une chaîne de montagnes correspond finalement à la fermeture d'un océan. Et c'est ce que l'on peut voir sur cette image qui reprend un petit peu la formation de la chaîne alpine, de la chaîne de montagnes alpines, avec ici la plaque eurasiatique, donc la France actuelle, la plaque africaine, qui, avec un mouvement de convergence, vont former des plis et des failles qui vont représenter finalement cette chaîne de montagnes avec les fameux basaltes en coussin que l'on a retrouvés ici ou là. Ce sont les basaltes en coussin que l'on a retrouvés au mont Chenaillé et la dalle aux ammonites que l'on a vue tout à l'heure. Ce schéma-là s'applique à toutes les chaînes de montagnes. C'est le cas par exemple pour l'Himalaya, avec ici, on le voit, ce qu'il y avait, la représentation donc à 123 millions d'années avant aujourd'hui, avec l'Afrique, Madagascar, l'Inde et l'Australie qui ne formaient qu'un seul continent. Des dorsales océaniques se sont mises en place et donc ont provoqué un écartement. L'Inde s'est retrouvée donc à remonter ici vers l'Asie, avec d'abord la subduction de cet océan que l'on appelait la Thétis, qui est passé sous la plaque asiatique, et l'Inde, continuant sa remontée dessus, a provoqué donc la formation de cette chaîne de montagnes qui, avec l'Himalaya, qui se retrouve ici, qui peut culminer à plus de 6000 ou 8000 mètres d'altitude avec le mont Everest. Nous pouvons voir ceci sur l'animation suivante. La chaîne de l'Himalaya s'est formée il y a 45 millions d'années, lorsque l'Inde, qui s'est détachée de l'Afrique, est entrée en collision avec la plaque eurasienne. Et cette collision a été tellement forte que plusieurs sommets dépassent 8000 mètres d'altitude. Le bilan est donc le suivant. Toutes les chaînes de montagnes actuelles correspondent à une fermeture d'océan provoquée par la collision entre deux plaques continentales. Pour conclure ce chapitre, je vous propose ce document qui synthétise un petit peu tout ce que nous avons vu sur ce chapitre qui est extrêmement important. J'ai représenté ici les deux grands types de mouvements que nous avons vus, donc les mouvements d'écartement, que l'on appelle aussi des mouvements d'extension ou de divergence, ainsi que les mouvements de rapprochement ou compression ou convergence. Les premiers schémas que nous avons vus sont ceux-là. Donc c'est ce que nous avons vu entre l'Amérique du Sud et l'Afrique, avec la formation d'un océan et la naissance d'un océan que nous avons étudié. Les structures associées à ces mouvements d'écartement sont bien entendu les dorsales océaniques, qui sont des chaînes de montagnes sous-marines. Le volcanisme qui est associé à ces mouvements d'écartement est du volcanisme effusif. Et bien entendu, comme il s'agit d'une frontière de plaques, on retrouve également beaucoup de séismes à cet endroit. Les faits associés correspondent à la création d'une croûte océanique, c'est ce que l'on appelle de l'accrétion, et qui aboutit finalement à la naissance d'un océan comme nous l'avons vu. Concernant les mouvements de rapprochement à présent, le schéma est le suivant, c'est celui que nous venons d'observer, avec les structures associées qui sont les fosses océaniques, qui sont des zones de très grande profondeur qui correspondent donc à la subduction océanique, la plaque qui va passer sous la plaque continentale, le volcanisme associé est du volcanisme qualifié d'explosif, et bien entendu, premièrement, il y a une disparition de croûte océanique avec la subduction, et la collision qui entraîne la formation d'une chaîne de montagnes, comme nous venons de le voir. Pour terminer totalement ce chapitre, il reste à voir le moteur des plaques. Le moteur des plaques qui va permettre ce déplacement, ce dont Wegener n'avait aucune idée à l'époque. Il pensait que les continents dérivaient sur les océans.
Ce moteur correspond en fait à l'énergie de désintégration des éléments radioactifs qui se situent dans les grandes profondeurs de la Terre et également au niveau du noyau qui va provoquer des flux thermiques. Et cette énergie thermique va provoquer ce que l'on appelle des mouvements de convection. Tout ce qui est chaud a tendance à remonter. Une fois que ça remonte, ça refroidit et ça va replonger, provoquant donc un petit peu comme un tapis roulant le moteur et entraîner ce mouvement des plaques. Cette vidéo est à présent terminée et vous avez une vision d'ensemble sur la tectonique des plaques avec les grandes notions que vous devez connaître et qui sont résumées dans le tableau.